Et dans l'air du temps, ce matin, nous parlons de généalogie juive. C'est la suite de notre série. Mes invités ce matin, Alain Nedjar et Bruno Bloch. Alain, bonjour. Bonjour Léa. Vous êtes administrateur du Cercle de généalogie juive. Oui. Face à vous, Bruno Bloch. Bonjour Bruno. Bonjour. Et vous êtes trésorier de ce Cercle de généalogie juive. On va parler ce matin, dans ce nouveau numéro, d'une enquête. On peut appeler ça une enquête finalement que vous menez, que vous avez menée, Bruno Bloch, précisément avec d'autres collègues, sur des cimetières. Je dis des parce qu'il en a 3 dans ce magnifique petit village de Moselle, Sierck-les-Bains. C'est un village déjà qui est riche en histoire. On va en parler dans un instant. Alors, je voudrais peut-être que nous parlions de généalogie. Vous êtes 2 passionnés, tous les 2. Qu'est-ce qui vous a mené, Alain, Bruno, à la généalogie ? Tout d'abord, on s'intéresse à la généalogie pour des raisons personnelles et familiales. Mais au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que on peut franchir ses limites et que la généalogie intéresse un grand nombre de personnes et on dépasse le cadre de la famille. Oui. Et lorsque je suis entré au cercle de généalogie juive, par exemple, je me suis aperçu que on pouvait, découvrir le passé d'un ensemble de populations, travailler sur cet ensemble de populations, et puis on parle des cimetières, et raconter l'histoire des défunts, si vous voulez, c'est vaincre des siècles de silence parfois. Vaincre des siècles de silence ou des moments de silence, soit parce que vos parents ne vous ont rien raconté, soit parce que des pierres qui au départ, si vous voulez, semblaient inertes, eh bien peuvent revenir à la vie grâce à des travaux comme celui qu'a fait notre ami Bruno Bloch. Alors Bruno, vous aussi, vous êtes un passionné, c'est pas du tout votre métier au départ. Non, alors racontez-nous un peu votre parcours. Oui, alors, au départ, je suis financier. J'ai travaillé dans plusieurs banques, dans plusieurs groupes. Et j'ai attrapé le virus de la généalogie au moment où mon père est parti à la retraite. Il s'était toujours dit qu'à la retraite, il ferait de la généalogie. Je lui ai dit, écoute, donne-moi déjà un peu tout ce que tu as rassemblé et je vais te le mettre un peu en forme. Et puis, je me suis piqué au jeu. Ouais. Et en fait, ça fait 27 ans maintenant que je fais de la généalogie. Dans un milieu varié, mais surtout centré sur l'Alsace et la Lorraine. Et comment vous avez rencontré le cercle de généalogie juive ? Même réponse par mon père, en fait, qui était adhérent déjà avant que moi je sois, et qui était à l'époque le seul cercle de généalogie juive, et aujourd'hui qui est le plus important, et un des plus importants cercles de généalogie d'une manière générale en France, avec plus de 700 membres. Oui, alors justement Alain, ce cercle de généalogie est divisé en départements, si j'ose dire. Chacun a sa spécialité. Comment ça fonctionne ? Nous avons des groupes. Nous avons un groupe, par exemple, de l'Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Maroc. Nous avons des groupes en rapport avec la France, l'Est de la France en particulier. Également les pays comme la Pologne, la Russie. Bon, donc nous avons des groupes spécialisés. Et chacun de ces groupes travaille sur un ensemble de données pour les insérer, si vous voulez, dans les bases de données et des informations du cercle, tant et si bien que de nouveaux adhérents vont retrouver prête pour eux un très grand nombre d'informations, ce qu'ils ne pourraient absolument pas faire seuls. Et oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas une administration qui nous permet de remonter dans le temps seul. Il faut vraiment avoir l'aide du cercle. Absolument, c'est l'originalité du cercle. C'est-à-dire que le cercle n'est pas une officine de généalogie où on va payer les services d'un généalogiste, si vous voulez, pour travailler sur sa famille. Non, le cercle fait un travail global. Et pour, je dirais, une somme relativement modique, vous pouvez accéder à un ensemble de travail qui a été réalisé pendant des années, voire des dizaines d'années par le cercle, vu que ça fait plus de 30 ans que le cercle travaille régulièrement. Donc vous êtes une super base de données, finalement. Et grâce à des enquêtes comme celle qu'a menée Bruno, eh bien, vous augmentez vos collections, entre guillemets, de noms et d'histoires d'ascendants juifs. Alors, Bruno, on va parler, vous êtes venu avec les bras chargés de livres, notamment celui-ci, l'ancien cimetière israélite de Sierck-les-Bains, c'est en Moselle. Tout à fait. Et racontez-nous un peu l'histoire de cet ouvrage. Ok, alors, juste pour situer Sierck, effectivement, c'est une petite commune, aujourd'hui 1800 habitants, qui est sur la Moselle, en aval de Thionville, dans une région qu'on appelle la région des 3 frontières, puisqu'elle est à très forte proximité de l'Allemagne et du Luxembourg.
Alors, pourquoi Sierck-les-Bains ? En fait, c'est une opportunité au départ. Alain David, une connaissance, avait des ancêtres enterrés dans ce cimetière et, avec l'aide du consistoire, entretenait un petit peu les tombes. Un photographe, Jean-Jacques Weimerskirch, avait photographié les tombes il y a déjà maintenant une quinzaine d'années. Et nous avons été contactés par Alain David en disant « Est-ce que vous ne voudriez pas essayer d'exploiter cette base de travail, ce cimetière qui est quand même assez original ?» très en pente, donc qui a subi des intempéries, les outrages du temps. Et nous avons donc constitué une équipe. C'est un peu ce travail que l'on fait toujours par équipe dans le cercle de généalogie pour faire se rencontrer des compétences. C'est ça, chacun sa spécialité. Sa spécialité. Ouais. Là, dans l'équipe, Alain David, donc un peu qui était à l'origine, Pierre-André Meyer, historien, membre fondateur du cercle, qui est un spécialiste de la généalogie judéo-lorraine et alsacienne. Avraham Maltet, qui est un personnage assez exceptionnel, qui est spécialiste dans le déchiffrage des tombes, la retranscription, parce que c'est une des particularités de ce cimetière, comme d'autres. Quasiment toutes les inscriptions, tous les épitaphes sont en hébreu, donc il faut, au-delà du nettoyage des tombes, et arriver à déchiffrer, retrouver les noms. Et ensuite, Gérard Lévy, moi-même, Pierre-André Meyer, à partir de nos bases propres, à partir de visites aux archives départementales de la Moselle, près de Metz à Saint-Julien, nous avons, à partir des travaux d'Avraham Maltet, déchiffré les tombes, identifié les défunts et les raccrocher à leur famille, aux proches, enterrés ou non dans ce cimetière de Sierck. Alors, racontez-nous un peu l'histoire des Juifs dans ce village, parce que quand on a présenté l'émission, on a bien dit 3 cimetières. On a du mal à comprendre pourquoi. C'est assez exceptionnel. Alors, avant tout pour des questions de place. En 1690, un premier traité a été signé avec les 3 ou 4 familles juives qui habitaient Sierck. Et un petit terrain, une sorte de fossé leur a été alloué pour enterrer leurs défunts. Et au début du 19e siècle, ce cimetière était saturé, si je puis dire. Et donc un second terrain leur a été alloué le long du château. Il y a un château à Sierck-les-Bains. Un terrain en pente, ce qui, comme je disais, expliquait l'état de délabrement des tombes. Et puis quand ce cimetière lui-même a été saturé, vers 1862, un 3e cimetière a été ouvert. Est-ce que ça veut dire que finalement la communauté juive dans cette ville et aux alentours s'est bien développée, que finalement elle vivait, qu'elle était de plus en plus, qu'elle était grandissante et que les Juifs avaient une place certaine dans la société de Sierck. Sierckoise, peut-être qu'on dit. Sierckois, je ne sais pas. Sierckois, oui, tout à fait. Je ne me trompe pas. Oui. Écoutez, je crois que Sierck était un peu à l'image de beaucoup de communautés rurales de Lorraine, c'est-à-dire si Metz a été le grand centre de développement du judaïsme en Moselle pendant un certain temps, des plus petites communautés se sont développées au XVIIe, XVIIIe siècle, généralement qui ont connu leur apogée vers 1850-1860. C'est en 1840 qu'il y avait 126 juifs à Sierck, qui correspond un peu à l'apogée. Et ensuite, pour de diverses raisons, la communauté a décru, comme dans beaucoup de communautés juives, petites communautés juives. L'exode vers Paris, peut-être. Alors, beaucoup de choses. L'exode rural, effectivement, vers Paris, vers des villes plus importantes, Thionville, Metz. La guerre de 70-71, et beaucoup de juifs qui ont choisi d'opter pour la nationalité française et donc qui ont dû quitter la région. La guerre de 14-18 qui a décimé beaucoup de jeunes. Évidemment, la guerre de 39-45 qui a fini par achever un certain nombre de petites communautés, comme celle de Sierck, dont le dernier président date de 1947. Et aujourd'hui, comme dans... Il n'y a pas de communauté juive aujourd'hui. Il n'y en a plus. Mais la ville vous a donné la permission, parce que comment est-ce qu'il a fallu faire quand vous avez découvert ce petit cimetière pour pouvoir y pénétrer? Alors vous m'avez dit aussi hors antenne qu'il était dans un état vraiment de délabrement total, qu'il a fallu donner de votre travail, j'allais dire manuel presque. Mais c'est pas moi personnellement, mais Avraham Maltet a dû aller 5-6 fois sur place, en bleu de travail, et c'est pas une image.
recherches. Oui. Il a déterré des tombes, il a reconstitué des tombes qui étaient fragmentées. Avec l'autorisation de la mère. Bien sûr, C'est une dame, je crois. Oui, tout à fait. Oui. Qui était non seulement l'autorisation, mais ravi que le patrimoine de cette petite commune puisse être mis en valeur. Ça fait partie de l'histoire de Sierck, ces cimetières. Alors clairement, quand on découvre comme ça un cimetière et qu'on va travailler sur un cimetière, il faut bien sûr, comme vous le dites, libérer les pierres tombales pour qu'on puisse bien les voir, les prendre en photo. Et puis déchiffrer. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qui est inscrit sur ces pierres tombales? Parce que sur certaines, dans votre très bel ouvrage, il y a énormément de mots, de phrases. Oui. Qu'est-ce qui est inscrit au-delà du nom? Alors, au-delà du nom, de la date du décès, date hébraïque qu'il faut retranscrire après en date, en calendrier grégorien. Les épitaphes, je peux vous en lire une qui est assez intéressante, qui date de 1837. C'est Mindelmarx, une ancêtre, qui est décédée à Montenac, commune avoisinante, et enterrée à Sierck. Et on peut lire, une fois qu'on a déchiffré, la femme pure, considérée, mais la maîtresse femme, dame Mindelke, épouse de l'honorable Isaac Cohen de Montlick, décédée le jour du Saint Shabbat, le 8, et sur la partie basse de la tombe, puisqu'elle a été reconstituée, et inhumée le premier jour du 9 Shabbat, 597 du Petit Combut. Cette femme avisée dont l'âme est montée là-haut, toute sa vie elle marcha dans la voie droite, les mitzvot de Dieu elle observa, que son âme soit conservée dans l'escarcelle de la vie. Donc les épitaphes sont carrément des petites synthèses. Des petits obits, comme on dit par ailleurs, des hommages rendus aux défunts, à la défunte systématiquement. Et c'est le cas pour toutes les épitaphes? Pour quasiment toutes celles qu'on a pu déchiffrer, effectivement. D'accord, donc on a le nom, la date, le lieu de naissance et de décès. Pas toujours. Alors, pas toujours. D'accord. Parfois, il faut arriver à retrouver, effectivement, et c'est tout le travail généalogique, de retrouver le lien entre cette tombe et l'état civil, puisque là, on est dans une période où l'état civil existait déjà, au 19e siècle, pour identifier la personne, qui est souvent identifiée sous son prénom hébraïque et le prénom de son père. Le nom de famille n'apparaît pas ou très rarement, donc il faut arriver à faire se recouper dans l'état civil de Sierck ou des communes avoisinantes, parce qu'on a des défunts qui sont décédés dans au moins une vingtaine de communes aux alentours de Sierck. Alors, quand on a des épitaphes comme celle-là, qu'est-ce qu'on apprend au-delà du nom? Vous voyez, est-ce qu'on a quand même des informations sur la place que la personne occupait dans la société? Alors, je dirais oui et non, en même temps, comme c'est à la mode. Oui. Non, parce que finalement, on encense toujours la personne qui est défunte. On ne va jamais dire c'était un truand, c'était une personne malhonnête, ou c'est assez évident. En revanche, parfois, on parle de rabbin, on parle de ministre officiant, on parle de Parnasse, donc président de la communauté. Donc, effectivement, on peut apprendre certaines choses. On parle d'enfants et on retrouve beaucoup de... La mortalité infantile est encore assez importante à cette époque. Donc, voilà. Et pour aller dans le sens de ce que dit Bruno, c'est que les cimetières, finalement, ce sont des musées à ciel ouvert. C'est cela que l'on découvre. Et lorsqu'on raconte, comment dirais-je, l'histoire d'une personne, chaque pierre a une histoire à nous raconter. Et raconter l'histoire d'une personne, comment dirais-je, on raconte finalement l'histoire de toute une famille, de toute une communauté, voire d'une ville. C'est-à-dire que on se rapproche de la grande histoire. Et donc très vite, si vous voulez, comme je vous le disais tout à l'heure, on quitte l'histoire familiale pour aller au-delà. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ce que l'on découvre. Comment dirais, et finalement, si vous voulez, pourquoi on fait ça? C'est parce que ça a une importance pour les descendants, sur le plan généalogique, bien sûr, mais ça a une importance affective. Parce que, si vous voulez, ces travaux, ce ne sont pas que de simples relevés photographiques. Ça va bien au-delà. Et progressivement, lorsqu'on visite les cimetières, qui sont en théorie des lieux de souffrance, eh bien, ça devient finalement ce que en yiddish on dit gut Ort, qui signifie le bon endroit. Et en fait, en araméen, on parle de Bet Olam, qui signifie, comment dirais-je, la maison du monde ou la maison éternelle. Et on parle aussi parfois de la maison des vivants. Ça montre à quel point Bet Haïm, ça montre à quel point, si vous voulez, un cimetière peut être intéressant. Et il y a une très belle formule que j'avais relevée lorsque j'avais visité le cimetière de Trieste, c'est qu'il ne parlait plus de cimetière, il parlait de Il Giardino di Eternità. C'est très beau.
C'est très beau. Mais alors, ce que vous mettez vraiment le point sur quelque chose d'important. Bien sûr que c'est une enquête. Bien sûr que vous allez avoir des informations administratives. Mais au-delà de ça, il y a aussi un respect rendu à la personne, à la famille, parce que on se souvient d'elle. Tout à fait. Il y a ça, il y a ce travail de remémorons-nous de cette personne qui a vécu. Exactement. Est-ce que vous avez conscience de ça? Tout à fait. Et puis on voit bien quand on fait de la généalogie sur un ouvrage comme celui-ci ou d'autres, quand on contacte des cousins éloignés ou autres et qu'on leur envoie des photos de tombes de leurs ancêtres, des témoignages, on voit le côté émotionnel que cela représente, et les remerciements qu'on a sont je crois, assez sincères dans ces cas-là. Oui, j'imagine que c'est une belle récompense pour vous et tous les efforts que vous avez fait. Qu'on fait au niveau du cercle. Alors aujourd'hui, on en est où à Sierck? Est-ce que les 3 cimetières sont déblayés entre guillemets? Est-ce qu'on peut aller les voir? Est-ce que voilà? Tout à fait. Et ça, comme je le disais, alors le premier cimetière, on a quelques fragments de pièces, dont certaines sont exposées dans le petit musée du château. Ah oui. Donc pas plus que cela. Sierck a une histoire moyenâgeuse. Il y a un château. Il y a eu. Il y a toujours un château. Il est toujours là. Il y a toujours un château. Et donc il y a un musée qui est. Tout à fait. Et les cimetières juifs font partie du circuit touristique de Sierck, donc ils sont mis en valeur. On est arrivé à faire changer d'ailleurs une plaque sur l'entrée du 2e cimetière parce que les dates ne correspondaient pas à ce qui était indiqué sur la plaque. Ouais. Et effectivement, on s'est mis en valeur par la commune de Sierck et on continue, notamment Alain David, à entretenir ces tombes parce que on a beau avoir fait un travail colossal lui-même et Abraham Valtet. Il y a de nouveau des intempéries, et il faut, avec l'aide du consistoire également, de la Moselle. Est-ce que chacune des personnes, est-ce que vous avez trouvé des ascendants à chacune des personnes, j'imagine pas? Quasiment toutes. Si vous feuilletez l'ouvrage, il y a peut-être 5 ou 6 tombes qui étaient trop endommagées pour qu'on ne soit pas parvenu à retrouver les liens familiaux, où on a juste un prénom, une vague date. Mais autrement, sur la quasi-totalité, on a retrouvé les ascendants, les descendants, des frères et sœurs. Et on s'est efforcé de faire le lien, de bien renvoyer d'une tombe à l'autre. Elles ont toutes été numérotées. Parce que ce sont des familles, sans doute, qui sont les souvent uns à des côté familles, des autres. voilà. Et il y a des liens plus ou moins proches de parenté, effectivement. Oui. Et donc aujourd'hui, ce cimetière, c'est un domaine protégé qui sera entretenu par une association ou par la commune, famille. Le consistoire, des personnes privées comme Alain David, et puis voilà. Et sinon, on peut y contribuer également, on le fera, mais là, notre travail est... Et le cercle de généalogie juive, Alain, et sert aussi à cela, c'est-à-dire à peut-être faire un lien entre les ascendants, entre peut-être l'administration, les institutions comme le consistoire, pour qu'il y ait une association pour l'entretien, pour l'avenir. C'est-à-dire que, si vous voulez, le travail du cercle, finalement, c'est de documenter le passé pour la postérité. Oui. Donc, ça fait partie de notre travail, et de cette manière, on garantit, si vous voulez, la continuité de la mémoire. Donc, en parallèle avec d'autres associations, si vous voulez, notre travail de généalogiste, c'est un travail qui permet d'avoir des certitudes. Or, dans le monde juif, il y avait des informations qui étaient souvent soit erronées, soit effacées. Et bien, notre travail, justement, c'est de reconstituer, je dirais, cette chaîne pour lesquelles nous sommes chacun un maillon, finalement. Et ce que nous avons fait a une importance, parce que c'est un travail lourd. Et ce travail, encore une fois, ne peut pas être fait par un individu tout seul. Oui, et c'est en ça que le cercle est important. Si vous voulez, on met en plus de cela à la lumière aussi bien des puissants que des humbles. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des historiens qui ont pu rectifier ou compléter une vision d'événements, de circonstances à une certaine époque, que finalement vos recherches généalogiques ont pu compléter
elle-même. Oui, tout à fait. De toute façon, toutes les sciences, l'histoire, la géographie, la généalogie, tout se recoupe finalement pour donner un véritable volume, si vous voulez, à nos recherches, oui. et redonner la vie à cela. Sentez si bien que finalement, ce n'est pas ennuyant, la généalogie. Oui. Au début, il y a un aspect, je dirais, technique, mais très vite, on dépasse cela parce que on apprend. Chaque jour, on apprend quelque chose et on découvre. Vous savez, l'impression que ça m'a fait une fois que l'on avait nettoyé une tombe et que l'on avait découvert les inscriptions, que ce soit pour le cimetière de Cirque ou d'autres, c'est que on avait l'impression, vous savez, comme ces mosaïques romaines que l'on découvre en versant de l'eau dessus et d'un seul coup, on découvre les personnages. Eh bien, c'est un petit peu, je dirais, cet enivrement qui il y a le plaisir du trésor découvert. Absolument. Et puis il y a le plaisir aussi de l'enquête qui est le plaisir de découvrir finalement ce qui se cache souvent derrière. De vraies enquêtes à la Sherlock Holmes. C'est ça. Voilà, mais est-ce que ce n'est pas de temps en temps un peu frustrant parce que vous vous dites parfois on doit affronter un mur parce qu'on se dit tiens on peut pas avoir d'infos au-delà de cette date par exemple. Non, il n'y a pas de frustration. Non, pas du tout parce que c'est une recherche de collectionneur. Il faut avoir des idées aussi pour bien sûr, mais elles viennent. Elles viennent, oui, miraculeusement elles viennent, mais si vous voulez, c'est comme un collectionneur, c'est-à-dire qu'on a besoin de la pièce qui nous manque et on y arrive, à force de travail. Notamment par l'échange, et c'est là que le cercle a toute sa valeur, c'est qu'avec 700 membres, et voilà, ce que nous, on n'a pas trouvé, quelqu'un qui a cherché sur la même commune, dans la même zone, peut avoir trouvé, peut avoir la pièce qui permet de compléter le puzzle. Et donc l'importance d'être toujours en lien avec tous les chercheurs. Est-ce que, je vais vous poser cette question à tous les deux, est-ce que vous avez, avec toutes ces nombreuses années de recherche et d'investissement, de passion dans la généalogie, est-ce que vous avez une histoire à nous raconter, peut-être dans le cimetière de Sierck, une personnalité qui vous a marqué plus qu'une autre, quelque chose que vous avez découvert et que vous avez appris finalement à travers vos enquêtes? Oui, des anecdotes, on en découvre. Je peux en citer une, alors qui n'est pas liée à Sierck, mais à un moment, j'ai interrogé ma grand-mère et je lui ai dit « Est-ce que tu connaissais ta tante Berthe ?» Non, mais pas du tout, j'ai jamais eu de tante Berthe. Et j'ai dit « écoute, tu parles mieux l'allemand que moi, je te montre l'acte de mariage de tes grands-parents. » Regarde, ils disent dans la marge, elle dit ah oui, ils reconnaissent la naissance de Berthe Ecker, née avant le mariage de ses parents, etc. Mais c'est pas possible. C'était donc la sœur de mon arrière-grand-mère que j'ai très bien connue, et bon, enfin, il s'est avéré qu'elle était morte en bas âge, cette tante Berthe. Et que personne n'en parlait pas. C'est évidemment le genre de choses. Pour ramener ça, elle était née vers 1885, je crois. Ce genre de choses. Donc, quelque part, bien sûr que vous avez ces infos, comme je le disais tout à l'heure, très administratives sur ces personnes, mais là, vous avez des informations sur leur comportement, sur leur façon d'être, leur façon de réagir. Ce que je dis toujours, la généalogie, finalement, c'est un arbre, ce sont des ramifications. Oui. Mais après, il y a tout le feuillage qu'on met autour. C'est ça. Et c'est ça, c'est comment ils ont vécu, quelles étaient leurs occupations, ils ont déménagé, pourquoi, comment ils se sont rencontrés. Le facteur humain, quoi. Le facteur humain, et voilà, le facteur historique, tout ce qui fait le feuillage finalement de l'arbre, et qui rend la généalogie passionnante. Mais on vous comprend, on entend cette passion. Alain, peut-être une petite anecdote. Il nous reste une petite minute. Là, immédiatement comme cela, je n'ai pas d'anecdote précise, mais il est sûr qu'on découvre en recherchant, non pas seulement sur les cimetières, mais avec d'autres documents, on découvre des informations tout à fait étonnantes. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai découvert un des membres de ma famille, un arrière-grand-père, dont on avait des descriptions de la couleur des yeux et de la forme du nez. Et là, c'est émouvant. Oui, c'est émouvant parce que ça vous appartient. Parce que, si vous voulez, on a en chacun de nous, on a une part du monde ancien, mais également, si vous voulez, on a une part du monde futur. Et c'est pour ça que ce que l'on fait a un sens et doit avoir un sens. Et pour le judaïsme, évidemment, pour le monde juif, la transmission, c'est le cœur. Merci infiniment, messieurs. Nous étions en compagnie d'Alain Nedjar, qui est administrateur du Cercle de généalogie juive, Bruno Bloch, qui est trésorier, tous
deux passionnés depuis plus de 20 ans. Oui. Cet ouvrage, l'ancien cimetière israélite de Sierck-les-Bains, c'est en Moselle. Toute l'histoire de ces tombes, de ces pierres tombales qui sont magiques, j'y dirais. Merci infiniment de nous avoir fait un peu Merci rêver. beaucoup. Et à très bientôt sur le Radio J. Merci. À bientôt.